Quand j'ai appris il y a 2 mois que j'allais devenir père, j'étais le plus heureux des hommes. Je dois admettre qu'à l'approche de la quarantaine, c'était une nouvelle que j'attendais impatiemment. Garçon ou fille, peu m'importait. Seul comptait la famille que nous allions fonder, l'amour que nous nous promettions de partager, et rien d'autre n'avait davantage d'importance que la bonne santé du bébé et de la maman. Bien évidemment, ce sont toujours les priorités du moment, et je bénis encore l'état de douce béatitude qu'a provoqué en moi cette fameuse annonce. Cependant, le tableau si parfait que je m'imaginais s'est vu soudain entaché d'une ombre insidieuse, ravivée par d'anciennes peurs que je m'étais efforcé de refouler pendant trop longtemps. Objectivement, pourtant, ma femme se porte à merveille, et tout se déroule pour le mieux. Simplement, nous avons découvert hier au cours de sa dernière échographie qu'elle est enceinte de jumeaux. Soyons clairs, même si les risques peuvent s'avérer plus nombreux par rapport à une grossesse unique, tout comme les symptômes possibles, l'obstétricien a confirmé que la situation actuelle n'a strictement rien d'inquiétant. Bien au contraire. Et je le répète, tout se déroule pour le mieux. Je n'ai donc pas de raison valable de me tracasser, et je devrais sans doute plutôt me réjouir, car 2 pour le prix d'un seul, c'est un cadeau précieux qui n'est pas donné à tout le monde quand on y réfléchit. De surcroît, bien que cette grossesse gémellaire soit tout à fait inattendue, je tiens à préciser que je me sens complètement disposé à entreprendre toutes sortes de travaux pour aménager une chambre d'enfant supplémentaire, et que je serai prêt, le moment venu, à faire l'impasse sur mes loisirs pour accorder du temps à part égale à mes bambins. Et bien entendu, je ne rechignerai pas non plus à acheter en double les boîtes de lait en poudre, ni à multiplier par 2 les collections de vêtements ou de jouets. Tout cela ne me pose aucun problème, et ces questions ne constituent en rien la source de mon tracas. Non, ce n'est pas une histoire d'argent ou de temps que je n'aurai plus pour moi une fois les enfants venus au monde. Si cette grossesse m'angoisse autant, c'est parce qu'elle m'évoque l'indicible et inoubliable expérience à laquelle la mauvaise fortune a décidé de me confronter il y a quelques années. Des images insupportables ressurgissent dans ma mémoire et me replongent, malgré moi, dans cet événement traumatisant qui m'a marqué au fer, cet incident épouvantable qui a coûté la vie à un patient et 2 de mes collègues, et m'a valu l'amputation d'une main, puis la perte du travail auquel j'avais consacré toute ma vie. À cette époque, j'étais employé dans une clinique du Sud-Est, en qualité d'infirmier de bloc, dans le service de chirurgie viscérale. L'établissement était très bien coté et dominait depuis plusieurs années le classement national, attirant de nombreux praticiens qui souhaitaient exercer dans des conditions optimales en bénéficiant de structures et d'équipements à la pointe, et espéraient se perfectionner dans leurs disciplines respectives en côtoyant les spécialistes les plus aguerris. De cette excellente réputation découlait l'entière confiance d'innombrables patients, dont certains atteints de pathologies rares et atypiques, qui n'hésitaient pas à venir de l'autre bout du pays ou même de l'étranger afin de consulter les meilleures équipes médicales. Ce dimanche soir de printemps était plutôt calme. Les difficiles interventions de la semaine avaient été pleinement réussies, tout comme celles du week-end, au cours duquel, d'ordinaire et sauf urgence, n'étaient programmées que des opérations bénignes. Mon astreinte de nuit promettait donc d'être plus reposante que les jours passés. C'est du moins ce que je croyais, jusqu'à ce que le chef de service, le professeur Nebrasak, débarque en trombe dans la salle de pause, mettant un terme brutal et prématuré à notre conversation animée relative à quelques classiques du cinéma d'horreur. Une pointe d'excitation dans la voix, il nous a informé laconiquement qu'un patient était transféré depuis les urgences et que nous allions devoir l'opérer sur le champ. Selon lui, il s'agissait d'une tumeur abdominale impressionnante, un cas grave et rarissime qu'on ne pouvait espérer rencontrer qu'une fois dans une carrière, et encore, si la chance daignait nous sourire. Intrigué par cette opportunité sans équivalent et l'attitude du docteur, mon collègue François et moi nous sommes préparés à la hâte avant de rejoindre nerveusement la salle de briefing. Nebrasak nous y attendait en observant fébrilement les clichés alignés sur le négatoscope qui montraient sous des angles différents une gigantesque et très préoccupante tache oblongue d'aspect irrégulier. Tenant dans une main le rapport d'échographie et dans l'autre les résultats du scanner, son regard affûté balançait de droite à gauche en brillant d'une lueur avide un peu folle. Visiblement, ce cas le passionnait à un point tel qu'il ne tenait plus en place.
D'après les éléments dont il disposait, le patient était un trentenaire souffrant d'obésité et se plaignant depuis 2 semaines environ de fortes douleurs abdominales qui, ces dernières 48 heures, avaient empiré pour devenir carrément insupportables. Hormis son surpoids considérable, l'homme ne présentait pas d'antécédents familial ou de santé particuliers, pas de diabète ni d'insuffisance cardiaque. Les comptes rendus d'examen indiquaient de manière convergente la présence d'une très importante masse adipeuse indésirable, estimée à une 50aine de kilos, et fort probablement en développement indétecté depuis plusieurs années. Si la biopsie infirmait l'existence de quelconque cellule cancéreuse, le bilan sanguin confirmait quant à lui que l'inflammation atteignait un seuil critique, et il nous fallait intervenir au plus tôt afin de procéder à l'ablation de ces tissus et éviter à tout prix leur éclatement, puis leur épanchement dans l'organisme du malade. Une vingtaine de minutes plus tard, le chirurgien, accompagné de l'interne, mon collègue infirmier et moi-même sommes entrés au bloc dans la plus grande concentration, observant un silence quasi religieux en découvrant le patient de 170 kilos à moitié endormi. Déjà présent sur les lieux, le docteur Carpin, l'anesthésiste, venait juste de procéder à une première injection afin de relaxer le pauvre homme qu'il avait senti très stressé et agité et atténuer au mieux ses douleurs incessantes. Autour de la table sur laquelle reposait le patient au physique plus qu'imposant, François et moi nous sommes affairés à nos postes, préparant les consommables et les dispositifs médicaux nécessaires à l'opération. Nebrazac a contrôlé une dernière fois son environnement et vérifié que tout le monde était fin prêt. L'éclat d'excitation jubilatoire qui faisait briller ses yeux quelques instants plus tôt dans la salle de réunion avait laissé place à un feu ardent qui révélait une détermination implacable et une maîtrise absolue. Il s'est penché sur le visage du patient, a pris sa main dans la sienne et lui a adressé des mots d'encouragement et de réconfort. Dans son demi-sommeil, l'homme a marmonné en esquissant un sourire fatigué, puis Nebrazac a hoché la tête en direction de Carpin. L'anesthésiste a aussitôt envoyé une nouvelle dose de produit dans le cathéter, et 5 secondes après, le malade était totalement inconscient. Pour commencer, j'ai tendu un bistouri au chirurgien qui, d'un geste assuré, a procédé à une petite incision avant d'introduire profondément la longue canule dans l'abdomen. Une fois celle-ci positionnée, j'ai démarré le moteur de l'aspirateur. Avec un bruit de paille gourmande qui avale les dernières gouttes d'un savoureux milkshake aux myrtilles, la machine a commencé à pomper un liquide sanguinolent et grumeleux au cœur de la tumeur géante. Au bout d'une quinzaine de minutes, 5 litres avaient été drainés et il en restait encore au moins autant à extraire d'après les informations fournies par le scan. Le second quart d'heure écoulé, la grosseur pesait toujours dans les 40 kilos. Cette phase préalable terminée, Nebrazac a ôté le dispositif, puis il a incisé l'abdomen de haut en bas avant de mettre en place l'écarteur qu'il m'avait demandé. La peau graisseuse du ventre, retournée de part et d'autre de l'appareil, laissait apparaître une tumeur d'une taille démesurée. L'interne a écarquillé les yeux en sifflant à travers son masque. Même en tant que soignant, pourtant habitué à voir toutes sortes de pathologies parfois très sévères et spectaculaires, on ne pouvait s'empêcher de se demander comment une personne parvenait à vivre avec ce genre de choses logées à l'intérieur du corps. L'effet de surprise passé, j'ai fourni leurs instruments aux chirurgiens et à l'interne qui ont entrepris d'enlever la vilaine masse sous assistance vidéo. Les écrans muraux se sont mis à diffuser en très haute définition la progression de la sonde jusqu'aux tissus tumoraux. Les images m'évoquaient le survol en hélicoptère d'une terre aride ravagée par les guerres et les malheurs, une terre meurtrie, rongée à perte de vue de crevasses noires et envahie d'excroissances nécrosées. À peine les chirurgiens avaient-ils commencé à découper les tissus abîmés qu'un soubresaut a agité la tumeur. Sa partie supérieure venait de se percer et le liquide pourpre se répandait en quantité. Visiblement, il y en avait davantage dans cette poche immense que ce que les médecins avaient estimé. L'interne a aussitôt replacé la canule d'aspiration que je lui tendais, et pendant que je rallumais le moteur de la machine, Nebrazac a poursuivi ses incisions placidement. Quelques instants plus tard, le petit tuyau s'est mis à crachoter comme s'il était obstrué. Le chirurgien et l'interne se sont donc interrompus, le temps que je vérifie le matériel. L'inspection de la centrale n'a révélé aucune anomalie. Apparemment, ce n'était pas un problème d'alimentation électrique, ni de puissance d'aspiration.
J'ai donc procédé à un examen visuel du tube. Mon front s'est plissé, et sous mon masque, ma bouche s'est tordue en une grimace d'incompréhension. De longs cheveux noirs et épais, agrégés en mèches gluantes, bouchaient presque entièrement le tuyau. Nébrasac et l'interne ont échangé un regard perplexe, tandis que François me dévisageait d'un air incrédule. Un nouveau sursaut a alors secoué la grosseur indésirable. Indubitablement, quelque chose bougeait à l'intérieur de cette poche. Et l'on pouvait maintenant deviner ces mouvements vifs aux petites bosses qui glissaient furtivement sous la surface. Les constantes vitales du patient, qui étaient stables jusqu'à présent et leur valeur satisfaisante, se sont alors complètement envolées, et les alarmes des moniteurs ont retenti dans un concert strident. Alors que nous nous préparions pour une probable réanimation, la paroi de la tumeur s'est soudain déchirée avec un bruit humide, et un cri terrifiant, bestial, inhumain, a surgi des entrailles du patient. À partir de ce moment, tout est allé très vite, la confusion et la panique s'emparant de chacun. Terrorisé par le hurlement, l'interne a reculé subitement de plusieurs pas avant de trébucher sur un chariot rempli d'instruments. Tandis qu'il chutait lourdement, Carpin s'est levé d'un bond pour lui prêter assistance, imité par François. J'ai moi-même fait un pas vers lui, mais la seconde suivante, Nébrasac hurlait à son tour, d'épouvante et de douleur. Je me suis retourné vers lui sans comprendre ce qui se passait. Son buste était étrangement penché au-dessus du corps du patient, et il poussait de ses deux mains sur la table aussi fort qu'il pouvait, me regardant d'un air suppliant. J'ai alors constaté que quelque chose était accroché à sa joue inondée de sang, quelque chose qui était relié à l'intérieur de l'abdomen béant et l'empêchait de se redresser. Je me suis approché aussi vite que j'ai pu pour l'aider. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Une main blanchâtre, énorme et noueuse, composée d'au moins 7 doigts au bout desquels pointaient des ongles violacés et affûtés, s'agrippait à son visage qu'elle avait déjà à moitié lacéré. J'ai tenté de faire lâcher prise à cette main inhumaine, mais malgré mes efforts, sa poigne ne faiblissait pas. Le temps que j'aille saisir une scie chirurgicale sur mon chariot à 2 mètres à peine, une petite tête difforme et aplatie avait jailli de la tumeur. Une petite tête arborant un nez grossier, une mâchoire large et disproportionnée dont la dentition fournie n'était constituée que de canines aiguisées d'au moins 2 cm. Le crâne chétif était recouvert en partie par de longues touffes noires à l'implantation irrégulière. Sidéré, j'étais incapable de penser ni de bouger, et la seule image qui a traversé mon esprit stupéfait est celle d'une tête réduite givaro qu'on aurait ensorcelée et dont on aurait décousu imprudemment la bouche cannibale si dangereuse. En 2 coups de croc, elle a déchiré la face de Nébrasac, puis l'a secoué dans sa gueule telle une vulgaire escalope fraîchement découpée, en grognant comme un chien fou. Le chirurgien hurlait à plein poumon, tandis que des flots de sang luisants s'échappaient de son visage meurtri. La main terrible a ensuite planté ses griffes dans son cou, qu'elle a brisé d'un geste sec avant de relâcher son étreinte. Nébrasac a glissé sur le sol, inerte, il ne criait plus. J'ai senti mon cœur s'emballer, tandis que mon sang gorgé d'adrénaline s'embrasait. Horrifié et priant pour ne pas m'évanouir, j'ai démarré la scie et me suis jeté sur la créature encore à demi enfouie dans sa poche tumorale. À cette distance, j'étais certain de l'atteindre. Pourtant, elle a bondi dans un mouvement explosif imprévisible, s'extirpant en un éclair du cocon de chair où elle vivait depuis toujours. La lame de ma scie a terminé sa course dans l'abdomen du patient où elle est restée bloquée, faisant caler net le moteur. La chose avait atterri sur ma gauche à 3 mètres environ. Je la voyais à présent distinctement, entièrement. Elle ressemblait globalement à ces représentations d'artistes que l'on trouve dans les livres d'histoire fantastique ou les traités de magie pour illustrer les homonculus, ces petites créatures étranges douées d'un pouvoir surnaturel que les alchimistes prétendaient pouvoir fabriquer, à ceci près qu'elles n'avaient qu'un bras et une sorte de queue épaisse à la place des jambes qui faisait office à la fois de propulseur et de gouvernail. Elle devait mesurer un peu plus d'1 mètre de long et se traîner sur le sol en se tortillant, laissant derrière elle un sillon ensanglanté et dressant rageusement son thorax monstrueux recouvert de fragments visqueux qui ressemblaient à du placenta. Sa gueule grande ouverte, menaçante, exhalait un râle furieux en même temps qu'une lourde et pénétrante odeur de viscères tièdes. En une fraction de seconde, elle s'est catapultée dans ma direction, faisant claquer les pièges à loups qui lui servaient de dents. J'ai amorcé une esquive,
certes beaucoup trop lente, et la sanction implacable est tombée immédiatement. Sa mâchoire s'est refermée brutalement sur ma main droite. Un feu destructeur a irradié tout mon bras. Sous le choc, j'ai perdu l'équilibre et me suis retrouvé sur le dos, la créature accrochée à moi. Ses griffes me tailladaient la cuisse, tandis que sa gueule infernale raffermissait sa prise à chaque instant, me mâchonnant comme un bout de chiffon et transformant immanquablement ma main en charpie. De l'autre bras, j'essayais de toutes mes forces de me libérer de cette étreinte meurtrière. Je frappais, pinçais, tordais, enfonçais mes doigts pour creuser et arracher sa peau poisseuse et fripée. Mais j'avais l'impression d'essayer d'attraper un mollusque dans une baignoire remplie d'huile et je ne parvenais qu'à déraciner des amas de filasse de sa chevelure gluante. Progressivement, un voile blanc s'est posé sur mes yeux et j'ai senti que j'allais perdre connaissance. Le bruit des alarmes est devenu plus feutré, le vacarme du bloc s'est assourdi. La lutte s'achevait, mon heure avait sonné. Avant de m'évanouir, j'ai juste eu le temps de distinguer dans mon champ de vision troublé la silhouette furtive de François qui approchait. Je me suis réveillé une journée plus tard dans un lit des urgences au rez-de-chaussée. L'avantage était qu'il n'y avait pas eu grande distance à parcourir depuis mon service situé au 3e étage du même bâtiment. L'inconvénient était qu'on m'avait amputé de la main 3 cm au-dessus du poignet. Et malgré les analgésiques, la douleur était insupportable. Mais au moins, j'étais encore en vie. Tout le monde ne pouvait pas en dire autant. Le patient n'avait pas survécu à son attaque cardiaque au moment où la créature était sortie de sa tumeur, et personne n'avait pu le prendre en charge tant le chaos et la terreur régnaient dans le bloc. L'interne était également décédé après s'être emballé sur des instruments tranchants lors de sa chute. Il s'était mis à convulser et l'anesthésiste avait tenté de le réanimer, mais sans succès. Quant à Nebrasak, je l'avais vu mourir en direct sous mes yeux d'une atroce manière. Au sol et inconscient dans cette salle opératoire, je me serais sans doute fait trancher la carotide et hacher menu. Je ne dois mon salut qu'à la bravoure de mon collègue François et à son acte héroïque. Il est parvenu à tuer cette chose, armé d'un simple pied de tabouret métallique. Au moment où je tournais de l'œil, il est arrivé par derrière et l'a frappé comme un batteur de baseball, encore et encore, jusqu'à ce que son horrible petit crâne explose en bouillie. J'emploie les termes chose et créature, car je ne sais pas bien comment je dois nommer cet être terrible dont nous avons croisé la route. J'ai appris plus tard que des analyses avaient été réalisées sur son cadavre et que celles-ci avaient révélé que c'était bien nos frères jumeaux de notre patient que nous avions eu affaire. Un cas de fetus in fetu inédit dans toute la longue histoire de la médecine. Quoi qu'il en soit, je ne peux me résoudre à désigner ou considérer ce petit frère caché comme un être humain. J'ai encore en mémoire cet instant fugace qui a précédé son attaque. Nos regards étaient soudés, vissés l'un à l'autre, et ses petits yeux verts émeraude enfoncés dans son crâne ne me quittaient pas. Des yeux de la même couleur que ceux du patient que nous opérions, mais dénués de toute chaleur, empathie ou émotion, vides de toute humanité. Pour moi, cette chose n'était qu'une abomination parasite, une aberration de la nature qui n'avait d'autre but que tuer et se nourrir pour survivre. Les obscures circonstances qui ont conduit à son effroyable mutation resteront sans doute une énigme sans réponse. Par ailleurs, comment sa présence n'a-t-elle pas été détectée par la radio, l'échographie ou bien le scanner? Comment diable les instruments ont-ils pu dysfonctionner à ce point? Cela aussi demeure un mystère pour les quelques personnes qui ont eu connaissance de cet incident terrifiant, à propos duquel la clinique a tout mis en œuvre afin qu'il ne s'ébrute pas. Une réputation, ça s'entretient, ça se préserve à tout prix, et il n'était pas question pour la direction de perdre des points au classement national. En dehors des coups de pression et du harcèlement à l'encontre des plus récalcitrants qui n'ont pas résisté bien longtemps, quelques privilèges et largesses financières ont été accordés ici et là, moyennant l'oblitération des mémoires et la paralysie des langues. Des cohortes d'avocats et de communicants ont maquillé la vérité pour pondre une version officielle acceptable. Ils ont inventé des fables à l'avantage de l'établissement et l'affaire a finalement été étouffée, purement et simplement. En ce qui me concerne, je l'avoue, j'ai agi comme la majorité des protagonistes à l'époque. J'ai pris l'argent qu'on me proposait et je suis parti. Loin. Je sais que ce n'était sans doute pas la meilleure chose à faire, ni la plus juste ou la plus honnête, mais j'espérais laisser tout ce bourbier derrière moi. J'espérais oublier. Je suis parti, j'ai fui,
comme un fugitif qui venait de dévaliser les coffres de la banque avant de mettre une balle au guichetier. Mon histoire est restée secrète et je n'ai pas eu le luxe ni l'envie de la confier à un psy qui m'aurait peut-être aidé à digérer ce traumatisme contre écus sonnants et trébuchants, ou bien à un prêtre miséricordieux qui m'aurait probablement accordé l'absolution. J'ai démarré une nouvelle vie, tout repris de zéro. Cependant, je n'ai réussi à aucun moment à me sortir totalement de la tête ces événements sordides. Ils me hantent. Et aujourd'hui, plus que jamais, je souhaiterais véritablement tourner la page. Assurément, c'est un défi de taille, et sur ce sujet, je pense qu'on pourra considérer que j'y serai parvenu si le cauchemar qui habite chacune de mes nuits disparaît et sort définitivement de mon esprit. Ce foutu cauchemar, dans lequel je me rends à la clinique et me retrouve dans la salle d'accouchement, debout à côté de ma femme pour assister à la naissance de nos enfants. Je tiens sa main dans la mienne, je lui parle et l'encourage dans son travail. Tout se déroule parfaitement, mais très vite pourtant l'excitation et la joie cèdent la place à l'angoisse, inexplicable. Je ne tarde pas à comprendre alors la raison de mon malaise, car je ne vois qu'un seul bébé venir au monde au lieu des 2 attendus. Pas de jumeaux, mais un seul et unique enfant au regard vert émeraude que la sage-femme dépose délicatement contre le sein de sa mère fatiguée mais comblée. Ce cauchemar insensé, dans lequel, guidé par la folie et la terreur, je me saisis d'un bistouri et me penche sur mon nouveau-né pour inciser fébrilement son abdomen avant d'écarter vigoureusement chaque pan de son ventre comme on tirerait sur des rideaux de peau sanguinolente. Ce cauchemar ignoble dans lequel je réalise sur mon bébé une laparotomie express et fouille de mes mains ses entrailles béantes pour tenter de débusquer la créature difforme et malfaisante que je soupçonne de se cacher à l'intérieur de son petit corps fragile. Dans quelques mois, je serai fixé et mon calvaire prendra fin si Dieu le veut. En attendant, j'envisage l'avenir de la manière la plus optimiste qu'il m'est permis, car malgré les atrocités que je viens d'évoquer, mon attrait pour la paternité demeure intact. Je me focalise donc sur le beau et le positif qui peuple ce monde, et je prie quotidiennement pour voir arriver le jour J 2 enfants, des jumeaux, comme prévu. Et même si je sais déjà au fond de moi qu'ils seront magnifiques, j'espère juste qu'ils hériteront des ravissants yeux bleus de leur mère.